Question. Est-ce que ça se pourrait que la réputation de grand banquier puis d'expert en économie de M. Carney soit surfaite? Attends, je viens de lire un texte du Guardian, OK? Le quotidien de gauche à Londres. En 2013, on l'a fait venir en Angleterre à fort prix. Hein, on l'avait payé cher, M. Carney, pour qu'il vienne aider l'économie anglaise. On l'a mis à la tête de la Banque d'Angleterre, qui est comme l'équivalent de la Banque du Canada. La première chose qu'il a faite, M. Carney, et là, il y avait un texte d'opinion dans le Guardian qu'il trouvait ça assez croquignol. Là, on est allé le prendre, lui, parce que supposément, il savait quoi faire avec la Banque d'Angleterre. Première chose qu'il a faite, il a appelé McKinsey. Venez passer à travers toutes les opérations de la Banque d'Angleterre, puis dites-moi qu'est-ce que je devrais faire. Il a appelé McKinsey. Ben oui. Voilà. Ben oui. OK, moi, je vais te dire ce que moi, je m'apprête à faire dans l'élection fédérale. Puis à chaque élection fédérale, c'est la même affaire. Est-ce que je vote bloc ou pas? Mais là, je veux tellement pas que ce soit les libéraux. Tu comprends-tu? Je veux tellement pas que ce soit les libéraux avec ce qu'ils nous ont laissé après 10 ans de pouvoir. Ils nous ont mis dans la merde le pays. Que, je me dis, la meilleure façon de les bloquer, c'est peut-être de voter conservateur pour s'assurer que ce soit pas les libéraux. OK. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière, je vais vous dire, j'étais prof. Voilà. Et on m'a tout de suite dissuadé de l'être parce que on m'a dit mais c'est pas pour vous, passez les concours, etc. Quittez ce milieu qui est absolument. Bon. J'étais prof à Roubaix, donc Roubaix, ville la plus pauvre de France, 25 nationalités dans mon collège, etc. J'ai tout de suite compris ce que c'était. J'avais l'âge de mes élèves, 21 ans, j'étais tout jeune. J'avais des élèves qui étaient en djellaba et qui dans ma classe disaient monsieur, vous nous avez colonisés. Eh bien, maintenant, c'est à notre tour, nous venons vous coloniser. Et déjà, j'avais le conflit entre petits juifs et petits arabes dans ma classe. Oui. Et moi, prof tout jeune, j'étais un peu démuni face à ça. Et c'était il y a 20 ans. On a laissé faire. Avons-nous cessé d'être intelligents ou simplement attentifs? Vous dites qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Français qu'on ne le dit qui sont morts, pour ne parler que des Français, mais enfin, il y a les autres, qui sont morts en Ukraine et qu'on cache, enfin, dont le nombre est caché. Tout à fait, tout à fait. Je vous assure que parmi les mercenaires qui font la guerre contre la Russie aux côtés des Ukrainiens, il y a beaucoup des Canadiens, des Américains, des Français, des Britanniques qui ont été tués et qui malheureusement n'étaient pas même enterrés. Mais il y a aussi des dizaines des spécialistes français qui ont été tués, par exemple, dans l'hôtel de Kryvyi Rog après le bombardement russe. Donc il y a plein d'exemples, mais malheureusement on retrouve pas ces corps. Et donc c'est pour ça que l'information aujourd'hui est cachée. Et c'est évident que le gouvernement français n'a aucun intérêt de sortir cette information parce que ça va provoquer la résistance à cette fanfaronnade de Macron sur la présence des soldats français ou sur les qualités de l'armée française en Ukraine. On a vu le pire de la bureaucratie française, avec les attestations où chacun d'entre nous s'auto-incriminait pour avoir le droit de sortir de chez lui, et avec la folie policière qu'il y a eu là autour. Enfin, on est allé quand même très loin dans ce que l'État peut produire de plus absurde, et de fait, la mécanique de protection des libertés publiques, elle n'a pas vraiment fonctionné. Et enfin, le dernier élément qui est moral, c'est qu'en revanche, et ça c'est le plus, j'allais dire vraiment peut-être le plus grave, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les EHPAD, abandonnés de tous, avec interdiction pour les familles, y compris de voir les corps, d'accompagner les gens, et le degré d'inhumanité dont on a fait preuve, alors maintenant on veut légiférer sur la fin de vie, etc. Mais enfin, quand on voit ce qu'on a fait pour la fin de vie pendant cette période, honnêtement, on n'a pas de quoi être fier et on devrait en tirer quand même certaines leçons pour la suite. L'Agirc Arrco avait enquêté sur les 600 000 retraités pensionnés donc en France, mais qui vivent en Algérie. Donc c'est quand même 1 milliard de prestations par an. Alors là, vous allez voir, c'est dingue. C'est l'Agirc Arrco, donc c'est la complémentaire retraite. Sur 1000 allocataires de l'échantillon algérien,
179 allocataires ont été fiabilisés, c'est-à-dire reconnus, oui, ils existent vraiment. 691 n'ont pas été retrouvés, sur 1000, hein. Et 130 allocataires décédés. Voilà. Alors, il a fallu qu'on aille vérifier pour découvrir ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez que 18% qui méritaient bien leur pension. Voilà. Donc là, je dis, il faudrait au moins généraliser l'échange d'informations automatiques d'état civil. On le fait bien avec les paradis fiscaux, l'échange automatique d'informations fiscales. Faisons au moins ça. Alors, il faut savoir qu'en 1957, compte tenu des rapports Kinsey qui disaient que les enfants sont sexuels dès la naissance, ce qu'il a faussement prétendu à partir de viol, enfin il faut commencer par ce préalable. Kinsey a fait violer des centaines d'enfants par des prédateurs, et quand les enfants s'évanouissaient, poussaient des hurlements, avaient des convulsions, enfin toutes les réactions de terreur et de souffrance, il notait qu'ils avaient des orgasmes. Et ce sont ces rapports qui n'ont jamais été mis en cause, qui servent de base à l'éducation à la sexualité sur la terre entière. Mais en fait, il faut quand même dire ce qui s'est passé hier aux alentours de 2h du matin. Dans la nuit de lundi à mardi. Dans la nuit de lundi à mardi, il était 2h du matin. Ça s'est fait en 10 minutes, sans aucun avertissement, sans aucune sommation et sans même annonce ou pré-annonce ou menace. Hein. Effet de surprise, on a dit. Donc, on pensait 413 morts, c'est sans doute 1 millier de morts en 10 minutes. Juste pour qu'on... Donc ça n'est jamais arrivé depuis le début des opérations en octobre 2023. Une telle violence aussi rapidement. Sur des zones civiles, sur ceux qui étaient rentrés au centre de la bande de Gaza ou dans le nord. La dernière guerre de Gaza avant celle-ci, c'est mai 2021. C'est 256 morts en 11 jours. Il y avait du monde dans la rue. 256 morts en 11 jours. 11 jours et 11 nuits. Là, il y a 1 millier de morts en 10 minutes. Donc, c'est pas un coup de pression, comme j'ai pu le lire, coup de pression de Netanyahou sur le Hamas ou je sais pas quoi. C'est un crime. Non, mais c'est absolument criminel. Et sur ces 1 millier de morts, il y a 2/3 de femmes et enfants, plus des personnes âgées, je veux dire, qui étaient réunies sous leur tente pour une nuit de Ramadan. C'est monstrueux. Est-ce que Benjamin Netanyahou, il a besoin de la guerre pour se maintenir au pouvoir, selon vous ? Très clairement. Je pense que la société israélienne, dès que la guerre s'arrêtera, la société israélienne le virera. Pour au moins une raison. Le fait qu'il ait menti à tous les Israéliens sur cette guerre contre Gaza, où il avait promis qu'il allait sauver les otages, alors qu'en réalité, il les a sacrifiés pour dévaster Gaza. Il les a sacrifiés, selon vous ? Ah oui, clairement. Il avait d'autres choix ? Pardon, mais moi j'ai fait un peu d'opérations de sauvetage d'otages. Vous ne pouvez pas bombarder massivement un territoire et en même temps aller chercher les otages. Il a fait le choix de bombarder d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'il a détruit plus de 85% des 360 km² de la bande de Gaza. On n'a jamais vu ça, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a massivement bombardé l'ensemble du territoire et pas le Hamas, mais bien tous les Palestiniens, les 2,4 millions de Palestiniens. Il ne pouvait quand même pas espérer que les otages qui étaient aux mains des Palestiniens allaient être mis de côté, sauvegardés pendant ces bombardements. Donc l'armée israélienne est en train de révéler que, évidemment, ils retrouvent régulièrement des otages qui ont été tués par les bombardements. Ça arrive souvent qu'ils crachent au visage de nos prêtres ou toute personne qui s'affiche comme chrétienne. Par exemple, ceux qui portent des croix, parfois ils se font cracher dessus. Ces gens-là ne supportent pas de voir des croix, alors souvent ça se termine en bagarre, la police intervient, et c'est nous qui sommes arrêtés. À 2 jours du déplacement du pape François à Jérusalem, les services de sécurité craignent des débordements de la part d'une frange juive radicale. Des individus apparemment peu nombreux, mais bien organisés, et n'hésitant pas ces derniers mois à vandaliser et taguer des lieux de culte chrétiens. Ça me fait pitié pour les gens qui en arrivent à ce point-là. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête pour faire des actes pareils, parce que ce n'est plus humain. Les chrétiens de Jérusalem critiquent de plus en plus le laisser-faire du gouvernement israélien. Pas d'arrestation ou presque, pas d'inculpation. Un responsable chrétien évoque même une atmosphère empoisonnée à Jérusalem.
Bonjour, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Bienvenue à Cube. Merci de nous avoir choisis pour passer votre après-midi. En fait, je dis mesdames et messieurs, mais c'est tellement 2023. En 2025, on dit plus ça. Mais non, mesdames, messieurs, on dit plus ça. On dit personne avec un utérus et personne avec une prostate. Parce que faut pas faire de peine aux gens qui ont un utérus mais qui s'identifient pas comme femmes, aux gens qui ont une prostate ou qui n'en ont plus mais qui s'identifient pas comme des hommes, aux personnes qui s'identifient ni comme des hommes ni comme des femmes. Donc ça donne des situations comme celle que j'ai vue passer en fin de semaine et qui m'a beaucoup choquée et que j'ai dénoncée sur mes médias sociaux. Bonjour Cybèle Olivier. Bonjour, oui, j'arrive de manière expéditive. Ben, c'est comme ça qu'on aime. Ben oui, on fait de la radio en direct. Ben oui, prends ton temps. Mets ton casque, parce que moi, j'en ai plein le casque de la disparition du mot femme. Oh, je sais. Je pense même que j'ai écrit tout un livre là-dessus. Alors donc, c'est une publicité qu'on va vous montrer à l'écran. En fait, une annonce très sérieuse de la part du CHU Sainte-Justine et de l'Université de Montréal. On nous indique que vendredi prochain, le 4 avril, il va y avoir une clinique pap test. Le pap test, c'est donc quand on utilise un spéculum, puis là, on va regarder à l'intérieur du corps féminin pour voir s'il n'y aurait pas... puis on fait un prélèvement. Le pap test, c'est le nom d'un médecin qui a inventé ce test-là. Et donc, on va faire un prélèvement dans le col de l'utérus pour voir s'il y a des cellules cancéreuses, s'il y a des problèmes de santé. Donc, on nous annonce une clinique de pap test. Et à qui s'adresse cette clinique? Personne avec un utérus et personne avec une prostate, mesdames et messieurs. Ça s'adresse, et c'est écrit vraiment en toutes lettres, toute personne avec un col de l'utérus de 21 ans et plus. Ça, là, ça veut dire que dans un hôpital, parce que le CHU Sainte-Justine, la dernière fois que j'ai vérifié, sont des médecins, des gens qui ont fait au minimum 10 ans d'études sur un banc d'université. Donc, des gens dans un hôpital. En plus, c'est aussi commandité par l'Université de Montréal. Donc, des grands cerveaux, des grands cerveaux qui nous disent le mot femme n'existe plus. Le mot femme, officiellement en 2025, n'existe plus. Dans les universités, dans les hôpitaux, on dit personne avec un col de l'utérus. Moi, ça m'a choqué. On devrait pas craindre de l'idéologie de la personne qui nous soigne ou de l'établissement qui nous soigne. On devrait même pas avoir à penser à ça quand on a besoin de soins médicaux. Mais là, agir de cette façon-là, ça devient comme une nouvelle crainte. Puis c'est triste parce que c'est pas la majorité des gens qui ont demandé ces changements-là. Là. C'est vraiment comme pour accommoder une minorité, mais là, ça a un impact sur la grande majorité des gens. Ouais. Il faut que ça cesse un jour. Là. Faut qu'on trouve des accommodements, faut qu'on trouve une façon de fonctionner qui fait en sorte que tout le monde peut trouver son compte, mais que les femmes ne soient pas brimées, puis qu'on mette pas de côté je sais pas combien d'années de recherche, de combat aussi pour avoir nos propres soins de santé de côté pour accommoder 0,03% de la population, parce que là, on recule au niveau de nos droits là avec une situation comme ça. Intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas un problème encore plus fondamental qui est la surprise de voir que, et dans le milieu universitaire et dans le milieu hospitalier, l'idéologie a remplacé la biologie. La biologie, c'est que le sexe est binaire, il y a des hommes, il y a des femmes, mais donc si on fait rentrer une idéologie là-dedans, de la part de gens dont c'est le métier de s'intéresser à la biologie humaine, c'est un peu inquiétant. Ben c'est inquiétant. Tu dis, on en a parlé la semaine dernière avec le cas de l'infirmière Amy Ham qui disait qu'il y avait juste 2 sexes. Elle a été sanctionnée par son ordre professionnel. Donc, ce que ça l'envoie, là, tu sais, je veux dire, c'est comme une suite logique, là, on dirait, de tout ce qui se passe dans les derniers mois, puis même la dernière année. Une infirmière, un médecin, une gynécologue qui se bat pour les femmes ou pour les droits des femmes depuis plusieurs années, est-ce qu'elle aurait le droit de s'opposer à ça?